La morsure de l'ombre immémorielle. Écrit par Emma Thompson, lu par la Chèvre Noire. Chapitre 1. Le retour. Mardi 16 décembre 1958, alors que je rentrais d'un long voyage d'Europe de l'Est et que les régions montagneuses des Carpates m'avaient volé le peu d'énergie qu'elle restait en moi, je me rappelais à quel point la vie ici était bien plus mouvementée que dans les différentes villes et villages par lesquels j'avais pu faire étape lors de mon périple. Il faut dire qu'à l'âge de 43 ans et de nature introvertie, je n'avais que très rarement soif de bain de foule. Mes quelques voyages, le silence et la seule compagnie de mes photographies me suffisaient amplement au quotidien. À vrai dire, mes seuls échanges courtois se trouvaient être avec ma vieille voisine qui tenait l'épicerie du coin, ainsi qu'avec l'éditeur de la gazette locale dans laquelle je publiais mes clichés lorsque les revenus venaient à manquer. Il faut dire que je suis souvent en déplacement et que cela ne prête guère à se faire des amitiés pérennes. Non pas qu'il était question d'une quelconque réjouissance, d'un retour rapide, mais l'hiver, là où j'étais, est bien plus difficile à vivre qu'ici, et les maux de tête qui m'assaillent depuis quelques semaines étaient une bonne raison supplémentaire de presser le pas pour mon retour. Mon voyage avait duré tant de temps que mon petit appartement de 2 pièces me paraissait bien plus grand qu'à mon départ. Comme un enfant qui découvre sa nouvelle chambre à coucher, je m'extasiais çà et là devant mes propres affaires, bien trop longtemps laissées à l'abandon. La fine pellicule de poussière s'étant déposée sur ceux-ci me rappelait ô combien mes bagages avaient été légers lorsqu'était venu l'instant de concrétiser mon projet photographique sur les lieux insolites d'Europe de l'Est. Mais il était déjà tard, et malgré le désordre causé par mes bagages et le froid encore présent dans le bâtiment, je ne cessais de bâiller, et je commençais à tituber d'épuisement. Mon lit, bien que non apprêté, m'appelait en son sein pour y profiter de son confort et d'une bonne nuit bien méritée. Je voulais me lever tôt pour aller déposer mon travail chez l'éditeur, cela dans l'espoir de pouvoir profiter du temps qui viendrait ensuite pour me reposer. Chapitre 2. Le réveil. Voilà maintenant une semaine depuis mon retour, et je peux vous affirmer que celle-ci ne fut pas des plus reposantes. Tout d'abord, je me rendis compte, le jeudi, soit 2 jours après avoir déposé ma valise, que j'avais dormi d'une traite et que par cette maladresse bien regrettable, j'avais totalement oublié d'aller déposer mes photographies à la secrétaire de M. Dubois. Par la même occasion, j'avais totalement oublié de signaler à Madame Decotte, l'épicière, mon retour au bercail, afin qu'elle puisse me préparer mes provisions de la semaine. Fort heureusement, dans l'empressement de mon retour et de par ma nature solitaire, je n'avais prévenu personne de la fin prématurée de mon voyage. Personne ne savait donc que j'étais là, hormis le taximan qui m'avait déposé sur le pas de la porte. N'étant pas totalement dans mon assiette, à mon réveil, je décida de reporter encore d'un jour le dépôt de mes clichés. Cela pouvait attendre, et je décida alors de vivre sur les maigres réserves de nourriture encore comestibles que j'avais laissées dans mes placards avant mon départ. Malgré ce repas des plus légers, mon mal de tête et les migraines qui l'accompagnaient ne faisaient qu'empirer. C'est donc dans cet état semi-conscient que je décida de regagner le couchage dans l'espoir que le sommeil fasse passer la douleur et l'inconfort occasionnés. À mon réveil, je pus constater que le mal dont je souffrais n'avait pas disparu, et cela me préoccupait d'autant plus qu'hormis la souffrance ressentie, je n'étais nullement capable de me rappeler ce que j'avais pu ou ne pas faire la veille. À mon grand étonnement, plus de 24 heures s'étaient encore écoulées, et nous étions déjà vendredi. Comme si, malgré moi, j'étais transporté par une force invisible, de par l'espace et le temps. Mais alors qu'il en aurait fallu moins pour faire douter quelqu'un de sa santé mentale, un fait encore plus inquiétant se porta à ma connaissance. Il semblerait que durant cette journée oubliée, j'eusse déposé mon dossier à la Gazette et qu'en plus, je fis quelques courses, suffisamment tout du moins pour remplir le frigo. Plus étrange encore, si cela est possible, je me suis rendu compte avec stupeur que le contenu de ce dernier était plus qu'inhabituel.
Ainsi, sur les plaques de verre, et cela à tous les étages, étaient disposés des paquets bien emballés, mais sanguinolents, de viandes fraîches, diverses et variées. Ceci, de par le paquet que je reconnus immédiatement, provenait de l'épicerie. Mais comment expliquer que je n'en avais aucun souvenir? Impossible de me rappeler quoi que ce soit. Et retourner sur les lieux de mes pertes mémorielles était hors de question, sauf si je voulais me faire passer pour quelqu'un qui avait perdu ses esprits, voire pire, ses facultés mentales. Malgré cela, je ne me sentais pas la force de pousser l'investigation plus loin en avant, et décida de me laisser du temps pour gérer la situation. La soirée suivit son cours et je m'endormis à nouveau, exténué et tourmenté, tout en tentant vainement de retrouver la mémoire et de comprendre ce qu'il m'arrivait. Chapitre 3. Un rêve infini. Les jours qui suivirent furent pour moi comme un brouillard, comme un rêve onirique qui n'aurait pas eu de fin. Quelle ne fut pas ma surprise de pouvoir imaginer tel spectacle, moi qui d'habitude est incapable d'atteindre le pays des songes. J'ai rêvé. Mais ce ne fut pas n'importe quel rêve, on aurait dit des éléments d'une vie antérieure. Le souvenir d'un monde rempli de chaos et de noirceur, un monde dominé par la peur et dont moi seul étais l'instigateur. C'est donc une semaine après mon retour, jour pour jour, que je me réveilla de cet affreux cauchemar, dans cette chambre désordonnée que je n'avais pas encore pris la peine de ranger, mes récents tourments m'ayant bien trop occupé la pensée. La poussière était encore là. Pire encore, des toiles d'araignée s'étaient formées, çà et là, dans les recoins de l'appartement. Mes céphalées ne m'avaient malheureusement pas quitté, et j'avais même la nette impression qu'elles avaient augmenté en intensité. Un instant plus tard, alors que je déballais enfin ma valise, l'horreur fut à son apogée lorsque j'entendis à la radio l'annonce de la date mentionnée lors de l'énoncé des informations du matin. 3 jours étaient passés sans même que j'en aie conscience. Chapitre 5. Le déni. Mais que pouvait-il bien m'arriver? Cela devait sûrement être lié à mes maux de tête. Je devais sans nul doute avoir contracté une quelconque maladie endémique de ces régions reculées que j'avais dû visiter. Ni une ni deux, je pris mon courage à 2 mains et je décida d'aller consulter le docteur le plus proche. Celui-ci fut bien sympathique de m'accorder un rendez-vous in extremis dans la matinée. D'après son expertise, il n'y avait rien d'inquiétant. J'avais, selon lui, trop puisé dans mes réserves et j'étais tout bonnement à bout de force, en manque total d'énergie. Cependant, à la suite d'un examen plus poussé, il découvra 3 taches rouges vifs dans le bas de mon dos. De petits points de la taille d'une pièce de 1 centime, formant une sorte de triangle pointant vers le bas. Il prit la précaution d'effectuer un prélèvement sanguin afin d'éliminer une possible intoxication d'origine bactérienne ou fongique, afin, le cas échéant, de pouvoir m'administrer le médicament recommandé. Mais où avais-je la tête? Mais bien sûr, il est vrai qu'à l'énoncé de ce détail qui m'avait échappé, je me rappelais vaguement une sorte de piqûre qui était survenue lorsque je visitais les profondeurs d'une de ces nombreuses grottes non loin de la mer Noire. Il devait sûrement s'agir de cela, un virus ou une simple petite infection passagère, voilà tout. En possession de ce diagnostic plus que rassurant, je décida de rendre visite à Madame de Cotte lors de mon retour à mon domicile. Tout en prenant de ses nouvelles, je fis bien entendu allusion à ma visite de la semaine dernière, visite dont je ne me rappelais guère, pour voir si elle avait remarqué un quelconque problème ou fait anormal qui pourrait expliquer que je ne me souvienne de rien, et qui pourrait, qui sait, m'aider à me remémorer toutes ces choses oubliées. Après quelques minutes à discuter avec la gente dame, quelle ne fut pas mon effroyable surprise. Elle était en train de clamer avec aplomb que lors de cette visite inopinée, j'avais, paraît-il, semblé être en pleine forme et en pleine santé. Selon ses dires, je lui raconta mon vécu en Europe et les multiples étapes de mon voyage. Mais à n'en pas douter, moi qui pensais être la personne qui n'avait pas toute sa tête, je n'étais pas au bout de mes surprises. Car d'après cette vieille folle, je lui aurais décrit l'histoire d'une une vie entière, passée dans un lieu que pourtant je n'ai jamais visité, énumérant des détails et des choses que je n'avais même jamais vues. Une vie qui, à ma grande surprise, n'était de toute évidence pas la mienne. En questionnement profond vis-à-vis de ces révélations sûrement erronées qui venaient de m'être dévoilées,
Je me mis en route pour rentrer chez moi, m'y préparer un bon repas et me reposer de cette matinée qui fut plus qu'éreintante. Une fois passé le pas de la porte, et alors que je pensais à la possible bonne nouvelle bientôt révélée par le docteur, les propos qu'avait tenus Madame de Cotte me revinrent à l'esprit. Je me dirigea alors machinalement, l'air inquiet, vers le réfrigérateur pour y prendre de quoi cuisiner, histoire de me remonter le moral. En ouvrant le compartiment intérieur, je pus remarquer avec effroi que le contenu de celui-ci avait diminué de moitié. De nombreux paquets de viande avaient tout bonnement disparu. Mais qu'en était-il advenu? Me les aurait-on volés durant ma visite chez le médecin? Les aurais-je mangés durant mes phases d'absence? Mais si tel était le cas, comment expliquer l'absence de vaisselle, de toute trace de cuisine ou même d'odeur? Comment expliquer qu'une tâche aussi ardue ait pu être exécutée dans un tel état de veille sans en avoir un possible souvenir? Et finalement, si la vieille folle ne l'était pas tant que ça? Et si en fin de compte il y avait dans ces paroles une once de vérité? Et si malgré moi mon esprit s'était dédoublé et que, sans que je puisse le contrôler, mon corps avait décidé de vivre sans ma permission, tel un animal sauvage à l'adaptabilité remarquable, capable de se fondre dans la masse et de faire illusion auprès de mon maigre entourage? Ce fut la goutte d'eau qui m'anéantit sur le plan psychologique. Le peu d'énergie qui subsistait encore en moi disparut instantanément. Ayant pris connaissance du possible trouble qui m'accablait, tout espoir de guérison disparut, et sans avaler quoi que ce soit, je regagna mon lit pour y passer le reste de la journée, dans l'espoir que demain, jour de Noël, serait bien plus gai. Je pourrais sûrement en profiter pour me changer les idées. Chapitre 6. La révélation. 1er janvier 1959. Je me réveilla au beau milieu de l'après-midi. Non pas dans mon lit, mais là, sur la chaise de la cuisine. À nouveau ce même rêve, à la différence que cette fois-ci, je n'en étais plus l'acteur, mais bien le spectateur. Dans ce rêve, je fus témoin du tourment et de la malice d'un être indéfinissable que nul mot ne pourrait décrire. Dans un monde si semblable au nôtre, mais malgré tout tellement différent. Horriblement différent. La première chose qui me vint à l'esprit, après ce réveil brutal, était que les mots qui étaient les miens n'étaient plus. Mon mal de tête avait totalement disparu. Je regardais tout autour de moi, d'un air hébété, la pièce que pourtant j'avais souvent arpentée. Étrangement, je la trouvais bien plus grande qu'avant, comme lorsque l'on revient d'un long voyage et qu'on le redécouvre sa propre maison. Tout paraissait nouveau. S'il n'y avait pas eu cette fine couche de poussière sur les meubles et ces quelques toiles d'araignée, j'eusse pu croire que ce fut le cas. Une impression de déjà-vu s'empara soudainement de moi. J'eus l'intime conviction de revivre une scène de ma vie s'étant déjà produite par le passé, et j'en venais à me demander si je n'étais pas encore en train de rêver. Mes yeux, encore brouillés, se posèrent sur l'assiette, apprêtée là, devant moi, sur la table de la cuisine. Au premier abord, je ne fus pas en mesure de comprendre ce qu'il s'y trouvait, mais après avoir bien observé ce qui me faisait face, de terribles nausées me firent tourner la tête. Là, dans ce plat, étaient disposés plusieurs morceaux de viande saignante, à moitié entamés. Pas de couvert, pas de serviette, juste un amas de chair dégoulinante et mes mains ensanglantées, qui m'avaient sûrement, dans mon rêve éveillé, servi à me sustenter. Mais combien de temps avais-je été dans le brouillard cette fois? Que s'était-il à nouveau passé? Qu'avais-je fait d'autre? Que j'avais pu oublier? Je me levai avec toutes les difficultés du monde. Mon corps me semblait si faible et si compliqué à diriger. Comme ces personnes qui, après un grave accident, avaient dû être hospitalisées et qui recommençaient pour la première fois à marcher. Je me dirigea vers le calendrier apposé sur le mur du hall d'entrée. Lorsque j'en lus la date, le monde se mit à vaciller. Noël était non seulement passé, mais tout le reste du mois de décembre avait été englouti par la même occasion. La nouvelle année venait de commencer. Pris d'un élan de panique, je pris contact immédiatement avec le docteur pour connaître les résultats de mes analyses qui se faisaient encore attendre. Et celui-ci, à ma plus grande stupeur et empreint d'un profond désarroi, m'expliqua que non seulement je l'avais déjà consulté pour obtenir les résultats de ces analyses, mais qu'en plus, et ce malgré la présence avérée d'un organisme étranger dans mon sang,
j'avais dit ne pas vouloir poursuivre l'expertise, me sentant, soi-disant, en bien meilleure forme. Selon lui, j'avais même argumenté et clamé être en possession d'une incroyable solution pour annihiler ce qui vivait en moi. Ce à quoi, tout en me mettant en garde contre une possible récidive du corps étranger indéterminé, il m'avait laissé regagner mon domicile. Cette nouvelle, tel un coup de massue, fut le début de la fin, et tout en raccrochant, je me mis à penser. Depuis le retour de mon voyage, il était évident que quelque chose était là, tapis en moi, et n'attendait qu'un instant pour se manifester. Aurait-elle attendu mon retour au pays à des fins réfléchies? Cette chose, quoi que cela puisse être, je ne pouvais la contrôler. Elle est mon hôte, et je suis devenu, tel un vaisseau, ce qui lui permettait d'exister. Dès lors, combien de temps me restait-il avant la prochaine possession? Plus je m'éteignais, lui laissant le contrôle de mon corps, et plus les phases de pleine conscience diminuaient en termes de durée. Et que deviendrais-je ensuite? Vivrais-je ce rêve fou d'un monde tourmenté encore et encore et encore à l'infini? Cela deviendrait-il ma nouvelle vie? À cette conclusion, et dans un dernier élan d'espoir, je me dirigea vers ce bureau, là où je vous rédige le présent message. Cette histoire, je ne la rédige pas afin d'être sauvé, non, mais pour que quiconque capable de la lire soit au courant que lorsque vous me verrez à nouveau, je ne serai plus. Ne me croyez pas, ne m'écoutez pas et fouillez, car qui sait, l'être qui m'a volé mon enveloppe corporelle pourrait se lasser et faire de vous son prochain repas, ou pire, son prochain vaisseau. Oh non, je sens la fatigue arriver, et je pense qu'il s'agit là, dans mon dernier moment de lucidité. Croyez-moi, je vous en prie, ne mettez pas votre vie en danger, fouillez-moi comme si votre vie en dépendait. Je m'endors, je ne pense pas pouvoir à nouveau me réveiller. Non, cela se réveille à nouveau, je le sens cette fois.